Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette réunion d'information avec une thématique plutôt spéciale qui forcément va vous parler si vous vous êtes connecté, inscrit, inscrite, que vous voyez l'émission en live ou bien en replay. C'est ce fameux effet yo-yo, un effet yo-yo qu'on associe évidemment au régime. J'ai le plaisir ce soir d'aborder justement cette question avec le docteur Christophe Bastide. Bonsoir docteur. Bonsoir. C'est un plaisir. Docteur Bastide qui est hépato-gastro-entérologue sur Marseille et qui est spécialiste nutrition et spécialiste du surpoids et de l'obésité depuis de nombreuses années. Donc ce soir, on va évidemment revoir rapidement ce qu'est la définition de l'effet yo-yo, même si la majorité d'entre vous, très probablement, savent que c'est à cause de certains régimes que l'on va perdre du poids, mais surtout reprendre plus que ce qu'on avait perdu juste après. Donc, l'idée de ce soir, c'est évidemment de comprendre pourquoi, et le fait de comprendre pourquoi, d'avoir également à côté une autre solution plus pérenne, plus saine que justement ces régimes. Donc, le docteur Bastide qui est avec nous a écrit plusieurs ouvrages, dont un dont j'affectionne particulièrement le titre, puisque c'est marqué en gros un nouveau régime, point d'interrogation, surtout pas. Donc, vous voyez un petit peu, on va être dans le ludique, on va avoir d'autres solutions que les plus connues, entre guillemets, et qui malheureusement n'ont pas fonctionné. On peut démarrer Christophe, juste avant, je me présente. Moi, je m'appelle Antoine, je suis formateur médical sur le sud-est de la France. C'est pour ça qu'on travaille depuis presque 2 ans ensemble avec le docteur Bastide. C'est pour ça qu'on se permet ce soir de se tutoyer. Donc, docteur, pour l'introduction, tu as voulu nous présenter finalement un titre un peu spécial. Pourquoi, justement, moi, ça m'intrigue, le patient est souvent le meilleur médecin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ok, alors moi j'ai le privilège effectivement de travailler avec Antoine depuis plusieurs années et j'apprécie beaucoup notre collaboration. Alors on a choisi la thématique de l'effet yo-yo parce qu'en fait, très souvent, le meilleur médecin, c'est soi-même. Alors il y a un adage en médecine qui dit que le meilleur diabétologue, c'est le diabétique. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui connaît le mieux son propre diabète, c'est le patient. Et lorsque on s'adresse à quelqu'un qui est diabétique, eh bien, il y a une part importante qui est l'éducation thérapeutique du patient. Et donc, par conséquent, on admet que lorsque le patient connaît mieux sa physiologie, connaît mieux son problème, eh bien, on obtient de meilleurs résultats. Alors, lorsqu'on entame une démarche de perte de poids, il faut d'abord définir des objectifs. Alors, les objectifs, ils doivent être raisonnables, ils doivent être accessibles, mais il faut s'y tenir. Et pour cela, la façon la plus simple, la plus consensuelle, c'est d'évoquer l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, en rappelant que c'est le ratio du poids en kilos divisé par le carré de la taille en mètres. Alors, vous avez la représentation en vert qui correspond à l'IMC normal, c'est entre 18 et 25. En bleu, à gauche, c'est l'IMC qui est inférieur à 18. On parle de maigreur. Pour information, en dessous de 16, ça s'appelle la dénutrition. Et puis, de l'autre côté, donc en jaune, on a la représentation entre 25 et 30, ça s'appelle le surpoids. À partir de 30, la représentation en orange, c'est la définition par l'Organisation mondiale de la santé de l'obésité. À partir de 35, c'est l'obésité sévère. À partir de 40, c'est l'obésité morbide. À partir de 45, il y a d'autres terminologies. Il faut savoir en France que les tutelles prennent en charge pour les mesures bariatriques, c'est-à-dire la bariatrique, c'est le qualificatif de obésité, à partir d'un IMC de 40. Ce qui veut dire qu'en dessous, sauf dans certains cas lorsqu'il y a une comorbidité entre 35 et 40, il n'y a pas de prise en charge par les tutelles. Alors, la terminologie du yo-yo, tout le monde la comprend bien. Elle a été rapportée pour la première fois par un universitaire américain qui s'appelle Kelly Brownell de l'université de Yale. Et en fait, cette terminologie, elle est très compréhensible. Elle fait allusion au vacillement, enfin, à l'oscillation d'un yo-yo, qui représente la perte de poids et puis souvent la remontée qui est plus importante encore que ce qui a été observé initialement. Et cette terminologie, elle est tellement consensuelle que
même les patients, en consultation, on entend « Docteur, mon poids, il fait que le yo-yo ». Donc tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire. Mais c'est très important de comprendre à quoi ça correspond pour pouvoir justement contrer au mieux les effets de cet effet pervers. Alors, le premier point à envisager, c'est pourquoi les régimes, ça ne marche pas en clair, ou en tout cas, ça ne marche pas très bien. Eh bien, il faut savoir que la multiplication des régimes a des effets délétères sur l'organisme. Il y a un stress de l'organisme, ce n'est pas un stress psychologique, encore que, mais ça veut dire un stress au niveau de la cellule qui est en rapport avec la formation de radicaux libres. Et donc, c'est une oxydation au niveau de la cellule qui a un effet délétère. Alors, il y a multiples études scientifiques qui sont publiées qui montrent que les effets délétères des régimes, et en particulier, il y a 2 études qui méritent d'être rappelées. C'est celle de Bangalore et collaborateurs qui a été rapportée dans une revue prestigieuse qui est le New England Journal of Medicine. C'est une publication qui est récente, de 2017. Et dans ce travail, les auteurs ont étudié le retentissement des régimes sur la maladie coronarienne. Et ils se sont rendus compte, c'est sans appel, et c'est pour le moins perturbant, c'est que plus il y a de régimes, plus il y a un effet au niveau du calibre des vaisseaux, et c'est le cas des vaisseaux du cerveau, du rein, mais aussi des coronaires. Et autrement dit, plus les gens ont fait de régime antérieurement, plus s'exposent à une maladie coronarienne. Tout aussi dérangeante est l'étude qui a été faite en Scandinavie, en Finlande, par Pietiläinen, c'est difficile à prononcer, qui est aussi une étude très récente, qui a été publiée et qui concerne les vrais jumeaux. Alors les vrais jumeaux, ça veut dire les individus qui ont un patrimoine génétique identique et qui font leur vie dans différents endroits de la Scandinavie. Et les auteurs ont étudié qu'est-ce qui se passait sur le plan de la courbe de poids en fonction des régimes faits par l'un et l'autre des membres de chaque binôme, à bagage génétique équivalent. Et là encore, la conclusion est sans appel et pour le moins perturbante, c'est que plus dans un couple de jumeaux, il y a eu de démarches de perte de poids, de régime autrement dit, et bien plus à la sortie, on trouve un poids élevé. Donc, exactement l'inverse de ce qu'on s'attendrait à trouver. Donc, on peut effectivement souligner la déception des régimes et l'effet yo-yo a un rôle très important pour expliquer pourquoi les régimes, ça ne marche pas très souvent. Alors, néanmoins, docteur, dans ces régimes, il y a quelques exceptions que tu as donc décrit ci-dessous. Pourquoi ces régimes-là sont une exception, justement? Alors, effectivement, bon, dans les régimes, il vaut mieux parler d'ailleurs d'attitude diététique, il y a quand même des choses qui sont importantes à rappeler. Alors, le régime volumétrique, c'est simple, ça veut dire on remplit l'estomac avec de l'eau, avec du volume. Ce n'est pas nécessairement de l'eau d'ailleurs, ça peut être des aliments qui ont un faible index calorique, c'est-à-dire qui ont beaucoup de volume pour un apport calorique réduit. Alors, en médecine, comme dans la vie d'ailleurs, il y a quelque chose qui marche toujours bien, ça s'appelle le bon sens. Et bien effectivement, de boire beaucoup, de remplir l'estomac, ça coupe la sensation de faim parce qu'il y a des récepteurs qui sont dans la paroi de l'estomac et lorsque l'estomac est plein, eh bien, ces récepteurs sont sollicités, envoient l'influx au cerveau en disant « bon, l'estomac est plein, ça contribue à couper la sensation de faim ». Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a avantage à prendre, par exemple, 2 grands verres d'eau avant de passer à table. Donc, de remplir déjà l'estomac avant même de commencer à avoir un apport calorique alimentaire. Ça veut dire aussi que, par exemple, on peut proposer, c'est simple, de prendre un grand verre d'eau et une pomme quand on a une sensation de faim. Donc le régime volumétrique est une exception. Il y a une deuxième exception qui mérite d'être soulignée, ça s'appelle le régime crétois ou régime méditerranéen. Alors pourquoi? Parce que ça a été observé, on a observé que sur l'île de la Crète, il y avait un nombre de personnes qui dépassaient l'âge de 100 ans qui était plus élevé que dans d'autres pays du monde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur le pourtour de la Méditerranée, il y a une alimentation qui est riche en olives, en lait de brebis, en viande blanche, en légumes, et qui est pauvre, en revanche, en glucides et en lipides.
il faut signaler que le régime méditerranéen a été intégré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et puis, il y a un troisième régime qui mérite aussi d'être souligné, c'est le régime anti-inflammatoire, c'est-à-dire que ça rejoint le fait que par l'alimentation, on diminue le stress oxydatif au niveau des cellules, c'est-à-dire qu'on diminue l'apport de viande rouge, de viennoiserie, les frites, les fritures, les abats, les sodas. Mais en dehors de ces quelques exceptions, la plupart des régimes ont l'avantage de faire la fortune de leurs initiateurs, mais ont des caractères coercitifs et des caractères arbitraires qui ne sont pas nécessairement profitables pour le patient. Alors, docteur Bastide, juste avant cette prochaine diapositive, on a quelques questions déjà et ça réagit beaucoup sur le chat. Je vais vraiment demander aux participants et participantes de poser leurs questions dans l'onglet questions. C'est plus facile pour nous de nous organiser comme ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, sachant qu'on va avoir tout un déroulé de présentation. Il y a une première question, c'est à la longue, le surpoids peut être la cause d'une hypertension. Est-ce que vous pouvez déjà prendre, docteur, cette question? Naturellement, lorsque on a un surpoids, la pompe cardiaque et le système vasculaire, ce n'est pas la même chose s'il fonctionne pour 70 kg ou pour 90 kg ou pour 100 kg. Il est évident que l'excès de poids, ça va entraîner une suractivité du système cardiovasculaire et de ce fait être responsable d'une augmentation de la pression artérielle. Donc une façon élégante, une façon physiologique de participer à la baisse de l'hypertension artérielle comme du diabète, c'est de perdre du poids. Très bien, merci. Moi, j'avais une question à titre personnel. On dit qu'il y a des régimes qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. On va parler peut-être même d'attitude alimentaire, comme tu disais. Et finalement, ce qui ne tient pas dans les régimes, c'est par exemple de supprimer un aliment qui peut être plaisir. Je citais le chocolat, par exemple, qui plaît à beaucoup de monde. Si on supprime, à toi, si on supprime le chocolat, on sait pertinemment qu'on ne va pas tenir jusqu'à la fin de nos jours sans chocolat. Donc, on va reprendre. Donc, l'idée, c'est finalement de garder, si j'ai bien compris, les aliments qu'on aime, mais dans des proportions différentes, avec une rééducation, si c'est bien ça. Tout à fait. Et puis bon, pour le chocolat, il y a différents chocolats. Hein. Oui. Il faut essayer de prendre du chocolat qui est plus coûteux, c'est certain, mais qui est plus riche en chocolat et qui est plus pauvre en matière grasse. Très bien, merci. On en vient à ces animaux. Donc, l'adaptation de l'organisme, je pense savoir où tu veux en venir, mais je suis curieux tout de même. Alors, un élément très important dans l'effet yo-yo, c'est le fait que c'est l'adaptabilité de l'organisme. Alors, l'adaptation de l'organisme, elle est évidente quand on regarde la nature. La girafe, eh bien, elle a un grand cou parce qu'elle doit aller chercher des pousses, des végétales, son alimentation dans le haut des arbres. Par conséquent, au fil du temps, eh bien, son cou s'est allongé pour s'adapter à son mode d'alimentation. De la même façon, sur le cliché de droite, eh bien, le guépard, lui, a modelé sa musculature pour pouvoir obtenir une vitesse de course très importante, tout simplement parce que s'il court vite, il va pouvoir attraper sa proie. Et donc, par conséquent, le léopard a la nécessité de développer sa musculature, de courir vite pour pouvoir survivre. C'est évident également en ce qui concerne l'ours polaire. S'il n'avait pas muté sur une couleur blanche, eh bien, il serait beaucoup plus visible sur la banquise. Mais ce qui est évident dans la nature, ça s'applique également à l'homme. L'être humain passe son temps également à s'adapter. C'est évident, par exemple, en Afrique, vous voyez les pygmées, eh bien, ils sont de petite taille parce qu'ils vivent dans la forêt, ils doivent passer sous les branches. À l'inverse, les Bambara, ils ont des grandes jambes parce qu'ils habitent dans des régions semi-désertiques et il faut aller chercher les troupeaux sur des longues distances. Autre exemple, en Amérique latine, dans la ville d'Ushuaia, qui est une ville très australe à proximité de l'Antarctique, eh bien, il y a un trou d'ozone et par conséquent, il y a une moins bonne filtration des ultraviolets et un nombre élevé de cancers de la peau dans les habitants de cette partie du monde. Et la nouvelle génération développe beaucoup moins de cancers de la peau que la génération précédente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas que le trou d'ozone s'est comblé, loin de là, il s'agrandit même, mais c'est qu'en revanche, l'organisme s'est adapté. Et cette notion, elle est capitale, ça s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'intrication entre le bagage génétique de l'individu et les modifications physiologiques. Ça veut dire que
le schéma de Watson et Crick, de l'hélice, ça leur a valu le prix Nobel, mais la double hélice de l'ADN, eh bien en fait, elle est remise en question. C'est pas gravé dans le marbre le bagage génétique. Il peut être susceptible de se modifier d'une génération sur l'autre. Et même au cours d'une même génération, et c'est ce qui se passe avec l'effet yo-yo en ce qui concerne la nutrition. C'est très intéressant. Et avant de passer sur la prochaine diapositive, où là, on va rentrer vraiment sur le cœur du sujet de l'effet yo-yo, on va l'expliquer. On a d'abord un témoignage de Nadine qui nous dit qu'elle a fait une rééquilibration alimentaire il y a quelques années, perdu 20 kilos, mais dès qu'elle a arrêté, tout est repris. Elle a repris, elle fait 107 kilos aujourd'hui. Ce témoignage, donc, on va vous expliquer, Nadine, qu'est-ce que l'effet yo-yo, pourquoi vous avez repris, c'est intéressant de savoir. Et je vais même enchaîner sur votre question également, où vous posez la question maintenant de faire une sleeve. D'accord ? Donc, docteur, on peut peut-être commencer par expliquer l'effet yo-yo, et ensuite, on a 2-3 questions sur lesquelles on va revenir qui sont vraiment sur le sujet. Alors, je vois un graphique. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de… Ce diagramme, il est particulièrement important à comprendre. En fait, il explique la physiologie de l'effet yo-yo. On a pris 4 groupes de colonnes. Alors, à gauche, c'est ce qui se passe avant le régime. Après, il y a la phase initiale du régime. Le troisième groupe de colonnes, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin du régime. Et enfin, complètement à droite, les 3 colonnes de droite, qu'est-ce qui se passe après que le régime soit terminé. On a représenté en vert le nombre de calories ingurgitées sur une base 100. En rouge, on a représenté ce qui est absorbé par l'organisme. L'organisme n'absorbe pas tout. Il y a une partie des calories qui passent dans les fesses, dans la sueur, dans les urines, dans l'énergie, ainsi de suite. Donc, par conséquent, avant le régime, si on fixe de façon arbitraire, on apporte 100, eh bien, il y a à peu près 60% qui sont absorbés par l'organisme. Si on admet que l'organisme a besoin de 50, c'est la barre bleue, eh bien, on ingurgite 100, on absorbe 60, comme on a besoin de 50, eh bien, on se retrouve avec un delta, représenté en jaune, de 10. Ça veut dire que chaque jour, on a un excès de calories. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se trouve en surpoids ou en situation d'obésité. Très bien. Alors, on dit, d'accord, je ne peux pas rester comme ça, donc je vais faire un régime. On passe au deuxième groupe de colonnes. On se dit, avant, j'absorbais 100. Maintenant, je vais faire vraiment attention et je vais ingurgiter plus que 60. Comme on ingurgite 60 et que l'organisme, initialement, absorbait 60% de 60, eh bien, on va se retrouver dans une situation où il y a la colonne rouge, il y a 36 d'absorbés. Comme les besoins de l'organisme, c'est toujours 50, on déambule, on marche, on va travailler, ainsi de suite, on se retrouve cette fois-ci avec un delta en jaune qui devient négatif. Alors, on ingurgite 60, on absorbe 36, on a besoin de 50, ça veut dire que chaque jour, il y a 14 qui sont en déficit. Qu'est-ce qui se passe ? On maigrit. Et on maigrit rapidement, parce que tous les jours, on perd 14. Alors, on est très content de cette situation. Le poids chute rapidement. Et puis, on arrive sur le troisième groupe de colonnes. Au bout d'un moment, donc le poids a bien baissé, on se dit que ça va, ok, mon objectif est atteint. On arrive à la fin du régime, on se dit, ok, à partir de maintenant, je vais relâcher un peu la garde, mais je vais faire attention. Je vais faire attention, c'est-à-dire que je reste en absorbant 60, sauf que entre-temps, l'organisme s'est adapté à la privation, parce que l'organisme passe son temps à s'adapter à une situation nouvelle. Et comme il y a une privation, eh bien l'organisme a pris l'habitude d'absorber non plus 60% de ce qui est ingurgité, mais disons 80%. C'est-à-dire qu'on ingurgite toujours 60 et on absorbe 50. Comme l'organisme a besoin de 50, on se retrouve avec un bilan nul, c'est-à-dire qu'on ne perd plus de poids. Et c'est ce qu'on observe. On a perdu beaucoup de poids initialement, puis l'organisme s'est adapté à la privation, on perd plus de poids, mais on est content, on se dit, ça va, mon objectif est atteint. Alors on relâche un peu la garde et on se dit, sans revenir à la situation initiale, je vais
réduire mes apports et je vais ingurgiter plus que 80. C'est le groupe des colonnes complètement à droite sur l'écran. Comme l'organisme s'est adapté à la privation, il absorbe cette fois-ci 80% des 80 calories absorbées, ingurgitées. Par conséquent, il va absorber 64. Et comme les besoins sont toujours de 50, il se retrouve dans cette situation d'avoir un excès de plus 16 chaque jour. Et le paradoxe, c'est que en mangeant moins que initialement, puisqu'on ne mange plus que 80, alors qu'avant on mangeait 100, lorsqu'on mangeait 100, on se retrouvait avec 10 d'excès chaque jour, et en mangeant plus que 80, c'est-à-dire 20% de moins, eh bien on se retrouve avec 16 d'excès chaque jour, c'est-à-dire 60% d'excès en plus. Et le paradoxe, c'est que quand vous entendez les gens qui vous disent « Docteur, j'ai perdu 18 kilos, j'ai vraiment fait attention et j'ai repris 25. Et pourtant, je mange moins qu'avant. » Initialement, vous vous dites, mais il y a une subjectivité de l'assiette, la personne est convaincue mais en fait, elle ne fait pas attention, elle ne se rend pas compte. Eh bien non, elle a parfaitement raison en disant, je mange moins et pourtant j'ai pris plus. Et cette explication, c'est l'adaptabilité de l'organisme qui est très rapide à la privation et en faisant même attention, eh bien, on se retrouve dans une situation qui est pire que la situation originale. Je pense que Nadine nous a fait un commentaire sur la colonne. Oui, il y a plusieurs commentaires, plusieurs questions. Déjà, merci, c'est très clair. On comprend que quand on supprime certains éléments qu'on va reprendre après, le corps est un peu choqué et derrière va finalement absorber plus de ce qu'on mange, même si on mange moins. Donc, on se retrouve avec ce surplus. C'est l'explication de cet effet yo-yo. Merci beaucoup. Encore plus grave qu'initialement. Hein. Oui, tout à fait. On voit bien que le surplus est de 16 à la fin. J'ai entendu plein de fois les gens dire « Bon, je suis dans une période où je fais attention et tout. À Noël, pendant les fêtes, je me suis permis quelques petits écarts. Et je ne comprends pas, j'ai repris 3, 4, 5 kilos, alors que c'est des petits écarts. » Sauf que la physiologie de l'effet yo-yo explique que ce ne sont pas des petits écarts, mais que ces petits écarts, du fait de l'adaptabilité de l'organisme, sont devenus des grands écarts. Donc, en pratique, ça veut dire que, eh bien, il ne faut pas faire d'écart parce que même un écart qui paraît être limité, et qu'il l'est en pratique, eh bien, se transforme du fait de le pourcentage d'absorption des calories qui est majoré, eh bien, on se retrouve dans une situation difficile. Okay. Ça veut dire que quand on fait une démarche de perte de poids, il faut essayer d'être le plus serein possible, s'inscrire dans la durée, le plus harmonieux possible et éviter les écarts. Alors, on a beaucoup de questions. Il y a même des gens qui s'impatientent. Donc, l'idée, c'est que tout le monde pose ses questions et on va y répondre au fur et à mesure. Donc, ne relancez pas la même question. Évidemment, on voit vos questions, mais l'idée, c'est de parler pour tout le monde et que tout le monde ait également les réponses, pas forcément que les siennes. Donc, effectivement, il y avait Nadine qui pensait se faire opérer de la sleeve. On va, Nadine, dans un instant, voir un programme qui va être beaucoup moins invasif qu'une chirurgie qui, elle, est irréversible. Donc, on va voir ça dans un tout petit instant. On a des gens qui anticipent justement et qui connaissent un petit peu le programme qu'on va proposer après. Donc, on va revenir sur ces questions après. On a une question de Graziella qui demande, question pour vous, docteur, si le jeûne intermittent peut être efficace. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça a été très médiatisé. Lorsqu'on fait une démarche de perte de poids, le premier élément, c'est qu'il faut se sentir bien dans sa peau. Alors, si on peut accepter des périodes de privation, on peut le faire, mais il faut que ce soit des périodes courtes pour que, justement, il n'y ait pas d'adaptabilité, d'adaptation de l'organisme qui fait qu'il va absorber encore plus les calories qu'on va réapporter à la fin du jeûne. Donc, le jeûne très court, pourquoi pas, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait une démonstration rationnelle, scientifique, avec un groupe contrôle qui a été réalisé. Donc, personnellement, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est avant tout, dans le cadre de l'alimentation, il faut manger comme on le sent, il faut se faire plaisir en mangeant, ça ne doit pas être rébarbatif de s'alimenter, ça ne doit pas être draconien de supprimer ci ou de supprimer ça, ou de ne pas manger ci ou pas manger ça à telle heure. Donc, moi, je suis réservé sur ce type de proposition, mais si c'est un jeûne court, l'organisme n'a pas le temps de s'adapter, ou du moins le temps. Donc, je suis réservé sur ce type de programme.
Mais bon. C'est très clair. Il y a beaucoup de questions pertinentes, mais qui concernent un petit peu ce qu'on va voir juste après. Donc, je vous propose de patienter un instant, de voir le déroulé, puisque effectivement, dans ce programme qui est moins invasif qu'une chirurgie, et comme les questions corrèlent justement avec ce sujet, on va y répondre au fur et à mesure. Docteur, il y a un cahier des charges pour justement pallier à ce problème d'effet yo-yo. Alors, effectivement, OK, on comprend ce que c'est l'effet yo-yo, et puis on peut être un peu découragé en se disant, bon, OK, très bien, faire un régime important, ça expose à une reprise de poids encore plus importante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut définir une nouvelle stratégie. Mais cette nouvelle stratégie doit répondre à un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on s'impose comme critère de succès? D'abord, il ne faut plus parler de régime, à mon avis, mais de stratégie diététique ou d'attitude diététique. Le terme régime, c'est inutilement restrictif. Le deuxième élément, c'est qu'on ne fait pas une démarche pour 3 mois ou pour la durée de pause d'un ballon, par exemple. On fait une démarche pour les 40, 50 ans qu'on doit vivre. Et par conséquent, le deuxième élément, c'est de réfléchir à s'inscrire dans la durée. Le troisième élément qui est fondamental, c'est que évoluer dans la vie, ça doit, dans la mesure du possible, ça doit être le plus ludique possible. Ça ne doit pas être rébarbatif, ça ne doit pas être coercitif, ça ne doit pas rendre triste de ne pas manger ci ou pas manger ça. Et donc, il faut essayer de faire les choses de façon harmonieuse. Le quatrième critère, c'est que si une stratégie diététique par elle-même ne suffit pas, il faut y adjoindre un procédé instrumental. Mais ce procédé instrumental, il doit être le moins invasif possible. C'est-à-dire qu'il y a des alternatives à la chirurgie bariatrique, en rappelant qu'il y avait l'anneau, il y avait la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire on ampute les 2/3 de l'estomac, il y a le bypass, on vient monter une anse. Ce sont d'authentiques interventions chirurgicales, même si elles sont pratiquées sous vidéo-assistance, et par conséquent, elles exposent à une morbidité, voire une mortalité, qui n'est pas négligeable. Et donc, l'élément important, c'est d'être le moins agressif, le moins invasif possible. Alors, le cinquième critère dans ce cahier des charges, c'est que les médicaments, ce n'est pas une bonne solution. D'abord parce que, encore une fois, on vise des années et des années, et on ne peut pas prendre des médicaments sur des années. D'autre part, on a encore à l'esprit le fait que différents médicaments ont été introduits pour perdre du poids, et la plupart ont été retirés, même si actuellement le seraglutide est proposé, c'est une nouvelle proposition thérapeutique, mais avec un coût élevé et une durée qui reste un point d'interrogation. Et puis, le point suivant, c'est que ça n'a pas de sens de faire une démarche de perte de poids si on ne prend pas en considération ce qui se passe psychologiquement, c'est-à-dire essayer de déterminer pourquoi on a pris du poids, qu'est-ce qui ne va pas dans sa propre vie. Alors, on a tous des difficultés, parfois on essaye de les enfouir, on veut oublier certaines choses, tout ça. C'est important de mettre tout ça à plat. Le point suivant, c'est que dans ce cahier des charges, eh bien, le patient doit s'impliquer. Il n'y a pas de baguette magique, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut mouiller la chemise et que si on décide de changer sa vie, on décide de changer son corps, eh bien, ça nécessite des efforts et ce n'est pas tout gagner en faisant simplement tel régime ou tel procédé instrumental. Enfin, et c'est un des points qui est majeur, c'est qu'une prise en charge dans une démarche de perte de poids, elle doit être globale, c'est-à-dire holistique, c'est-à-dire tenir compte de différents paramètres. C'est l'image suivante. Ouais, ça correspond vraiment à la question de Stéphanie qui disait j'ai 40 kilos à perdre, quel régime faire? Donc là, bon, le thème est plutôt justement sur éviter ce mot régime, plutôt réadaptation, rééducation. Y a-t-il une autre solution que la sleeve? Oui, évidemment, Stéphanie. On y vient. Vous allez voir le programme de Marseille qui est moins invasif qu'une chirurgie, par exemple. Tout à fait. Je vous laisse poursuivre, docteur. Alors, donc, dans cette proposition de prendre en charge globalement le patient et d'essayer de régler ou d'améliorer le problème du surpoids et de l'obésité dans la durée, on propose une stratégie avec 4 composantes essentielles. La première, c'est que bien entendu, la diététique, c'est essentiel. Si on passe son temps dans les fast-foods, si on a recours en permanence à une cuisine collective qui est exagérément grasse et hypercalorique, qui apporte en plus des perturbateurs endocriniens, eh bien c'est clair que
on va pas se rendre service à soi-même. Donc, la diététique, elle est fondamentale. Elle fait partie intégrante du programme. Elle doit être, encore une fois, ludique. Il faut avoir plaisir à évoluer. Elle doit être équilibrée. Elle doit être basée sur le bon sens. Elle doit être minimaliste. Il faut, en clair, qu'elle soit la moins coercitive possible parce qu'on ne va pas faire une diététique spéciale pendant 4 mois, mais on va la faire, encore une fois, pendant des années et des années. Le deuxième versant, c'est l'exercice physique. C'est juste indispensable. On a tous besoin de dépenser ses calories, de se sentir mieux dans sa peau, de développer sa musculature. Et déjà, un élément essentiel, c'est la marche à pied. Alors, vous savez que l'OMS, qui n'a pas dit que des vérités, préconise 10 000 pas par jour. Alors, c'est facile, hein, maintenant, les smartphones ont un petit logiciel. Vous rentrez sur les santé, ça compte les pas tout seul. Chacun peut avoir ça sur son téléphone, c'est très facile à faire. Et vous voyez le nombre de pas que vous faites chaque jour. Donc, quand l'OMS préconise 10 000, disons que si on en fait déjà 7 000, c'est très bien, 7 à 8 000, c'est parfait. Et déjà, c'est une façon de développer sa musculature, de dépenser ses calories, de s'en sortir mieux dans sa peau. La marche à pied, c'est une excellente façon de faire. Ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, eh bien, on peut s'adapter, aller à son travail à pied, non plus prendre les transports en commun ou sa voiture, ou bien y aller en vélo, ainsi de suite. Le troisième axe de cette stratégie qui se veut globale et minimaliste, c'est le recours à un procédé instrumental, mais qui soit le moins invasif possible. Et on parle du ballon gastrique sans endoscopie. Sans endoscopie, ça veut dire qu'il y a très peu d'intervention sur le plan médical, même si ça reste un acte médical. Et puis, le quatrième volet, c'est de se préoccuper des causes du surpoids. Et donc, on associe systématiquement l'hypnothérapie. Alors, ce qui est important aussi, c'est la façon dont on va perdre du poids. Quand on fait une proposition de perte de poids, la première question que les gens se posent naturellement, c'est de dire, OK, combien je vais perdre? Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il vaut beaucoup mieux suivre la courbe verte, donc on a le point initial, et la courbe verte montre qu'on arrive à la flèche jaune de façon régulière, de façon harmonieuse, et on peut penser que cette courbe va se prolonger vers le bas. En revanche, si on perd beaucoup de poids initialement, puis qu'on reprend du poids, dans les deux cas, on a perdu 10 kilos dans cet exemple, mais on peut se préoccuper de ce que ça va être dans le futur, et avec la courbe rouge, on peut penser que le patient va prendre un poids plus important. Je voudrais dire que dans les propositions thérapeutiques qu'on voit dans les médias ou certains supports publicitaires où c'est mirobolant, on a perdu 15 kilos en 6 semaines avec telle ou telle façon de faire, les plats et tout ça, il faut se poser la question, l'effet yo-yo fait qu'on va reprendre encore plus de poids et par conséquent, il ne faut pas viser à une perte de poids très rapide et importante, il faut viser en revanche à une perte de poids harmonieuse et sereine. Très bien, docteur. On a beaucoup de questions qui arrivent et justement, nous sommes donc sur la diapositive qui va présenter vraiment cette solution mini-invasive, ce programme de suivi. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ballon gastrique. Donc, on y vient. On va commencer juste par présenter justement ce ballon gastrique mini-invasif qui est le ballon Allurion, le seul ballon qui s'avale et qui se pose dans une salle de radio sans endoscopie, sans anesthésie, sans chirurgie. Docteur, je voulais juste introduire justement ce programme avec ce ballon mini-invasif. Et ensuite, c'est promis, on répond à toutes les questions que vous aviez bien anticipées, puisqu'il y a beaucoup de questions sur ce ballon en question. Alors effectivement, ce ballon, il est extrêmement innovant sur le plan technique. Il a nécessité des années de mise au point avec une équipe, avec une cohorte d'ingénieurs, pendant plusieurs années, et ce ballon s'absorbe en fait comme une grosse gélule connectée à un raccord, c'est ce qu'on voit sur le diagramme ingestion, et une fois par ce raccord, le ballon est rempli, puis on désaccouple le raccord, et le ballon, à ce moment-là, est libéré dans la cavité gastrique. Et puis, au bout d'un délai d'environ 4 mois, eh bien, la valve du ballon va se déliter, et le ballon va migrer, être éliminé dans les selles. Souvent, le patient ne va pas s'en rendre compte. Donc, c'est sidérant sur le plan technique, c'est
pas d'endoscopie, pas d'anesthésie générale, pas d'acte invasif, pas de chirurgie, pas d'hospitalisation. Ça se fait comme ça en externe, on absorbe la gélule. 15 à 20 minutes après, eh bien, on peut reprendre le volant de sa voiture et rentrer chez soi. Et de la même façon, il n'y a aucune manœuvre, aucune intervention pour l'élimination du ballon. Très bien. Donc ça, c'est pour la pose du ballon. Maintenant, pour son fonctionnement, il va servir à quoi dans l'estomac, ce ballon? Alors, le ballon, il va occuper une place importante dans l'estomac. Donc, il va donner comme influx au cerveau que l'estomac est déjà rempli. De surcroît, il est rempli avec 550 millilitres. Ça veut dire que le ballon rempli fait pas loin de 600 grammes. Déjà, ça fait un poids sur l'estomac. Ça donne une sensation de plénitude gastrique. Et d'autre part, donc ça réduit la sensation de faim. De plus, comme il y a un retard à la vidange gastrique, eh bien, on mange moins, les aliments restent plus longtemps et la sensation de faim est nettement diminuée. Très bien, c'est très clair. On a un recul maintenant de plus de 50 000 ballons avec ce ballon invalable à Lurion. On est sur un ballon qui est le plus posé au monde depuis plus d'un an. Et évidemment, donc, beaucoup de gens qui sont connectés ce soir connaissent et ont tout de même des questions. Donc, je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre. Et on a déjà, par exemple, une question d'Artémis qui nous dit qu'à la suite d'une sleeve, elle a perdu, mais malheureusement, après, elle a repris. Donc oui, déjà, première réponse, malheureusement, on peut rechuter, même si on est sur une chirurgie ou un acte, en tout cas, irréversible. Donc ça, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que le ballon est contre-indiqué si vous avez eu une chirurgie au niveau de l'estomac ou même des intestins. En revanche, il est important de se faire encadrer et d'aller faire un programme de suivi, même si vous n'avez pas le ballon. Et ça, on est également, le docteur Bastide est capable de le faire. L'idée, c'est d'aller évidemment consulter un professionnel. Donc, il y a des gens qui ont un petit peu peur, docteur, quand on évacue le ballon. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que le ballon handicapait cette vidange gastrique. Alors, on n'est pas sur un coupe-faim. On est là pour provoquer un sentiment de satiété plus rapidement. Mais à la sortie du ballon, on a même quelqu'un qui, elle, a repris 1 ou 2 kilos après la sortie du ballon. Est-ce que vous avez un conseil justement pour pas que les gens reprennent? On va voir les résultats juste après. La majorité des gens ne reprennent pas après, mais voilà. Est-ce que vous avez votre avis sur la… D'abord, un petit commentaire sur la sleeve, c'est que la sleeve, donc, ça consiste à amputer le long de la grande courbure gastrique, les 2 tiers de l'estomac. Eh bien, comme on parlait de l'adaptation de l'organisme, eh bien, l'estomac est réduit des 2 tiers, mais au fil du temps, l'estomac se redistend à nouveau, et ça explique souvent les échecs de la sleeve. Ça veut dire qu'on propose maintenant des re-sleeves, c'est-à-dire une sleeve, puis une nouvelle opération pour à nouveau réduire la taille de l'estomac. Donc l'adaptation de l'organisme, elle a lieu dans tous les sens. Alors, en ce qui concerne donc la question de pourquoi j'ai repris du poids avec la sleeve, effectivement, c'est très important la prise en charge globale et on réussit. L'objectif, c'est l'objectif du ballon à Lurion, de cette démarche en 4 axes, c'est de changer le regard des autres, c'est de changer son regard sur soi-même, c'est de changer sa façon de s'alimenter. Donc, on préconise de manger dans une assiette à dessert, donc de boire beaucoup, d'utiliser des aliments qui ont du volume avec un apport calorique qui est réduit. Bon, il y a tout un support diététique qui est apporté, de sorte que quand le ballon s'élimine, et encore une fois, souvent on ne s'en rend même pas compte, eh bien, on continue sur cette lancée. Ça souligne l'importance de l'encadrement et des mesures de bon sens. Très bien, c'est clair. On a évoqué en tout début de réunion, peut-être que certains ou certaines n'étaient pas encore présents, sur le fait effectivement de supprimer dans certains régimes des aliments dont on sait pertinemment qu'on va pas pouvoir s'en passer jusqu'à la fin de nos jours. Là, dans ce programme, c'est d'avoir évidemment un coup de pouce effet mécanique avec ce ballon gastrique, de continuer à manger dans le ludique, manger ce qui nous fait plaisir, dans des proportions plus raisonnables. Et oui, le ballon n'est pas une pilule magique. C'est pour ça qu'il y a un suivi. C'est pour ça que quand il s'évacue, il y a une sorte de bataille mentale, entre guillemets, pendant 1 ou 2 jours pour vraiment essayer de garder ses habitudes. Et la grande majorité des gens arrivent à des résultats qui sont plus que satisfaisants. Après, il y a un côté évidemment émotionnel. Donc, si vous partez sur un programme avec juste le ballon et que vous ne faites pas de suivi, ça ne fonctionnera pas, ça c'est certain. C'est pour ça que sur ce programme, docteur, on a par exemple la prise en charge émotionnelle dont tu parlais tout à l'heure. Alors effectivement, donc ça c'est le 4e volet.
c'est qu'il faut comprendre ce qui s'est passé avant et pourquoi on se retrouve dans une situation difficile en ce qui concerne le poids. Alors, nous, on a choisi d'associer systématiquement l'hypnothérapie parce qu'il n'y a aucun effet délétère, aucun effet négatif, il n'y a pas de risque à faire une prise en charge par hypnothérapie. Ça permet de rechercher les causes, de mieux se comprendre soi-même et c'est un support très important. De plus, on peut répéter les séances, y compris après l'élimination du ballon. Donc l'hypnothérapie, c'est fondamental, c'est essentiel, comme l'exercice physique, comme la diététique, comme la mise en place d'un ballon. Et ces 4 volets ensemble, cette prise en charge holistique permet d'avoir des résultats qu'on va voir maintenant sur la… On va d'abord, docteur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Déjà, une question très rapide. Si on a déjà un hypnothérapeute, peut-on le garder avec le programme du ballon? Est-ce que vous y voyez un inconvénient ou pas? Alors, on peut… Alors, d'abord, l'hypnothérapie, il faut savoir qu'il n'y a pas de nécessité de se déplacer. Ça peut se faire par visio, Internet. Bon, la première séance, c'est conseillé d'être en présentiel, mais les séances suivantes, ça fonctionne de la même façon, peuvent se faire par visio Internet. Donc, c'est déjà très simple de savoir qu'il n'y a pas d'obligation de se déplacer. Après, il faut aussi que l'hypnothérapeute, le praticien en hypnose, soit orienté sur la démarche de perte de poids. Il faut qu'il soit spécialisé sur ce topic-là. Et si on a un hypnothérapeute qui est très performant dans la démarche de perte de poids, on peut le garder naturellement. Mais bon, dans notre programme, on a un expert qui fait pratiquement que ça et qui est très orienté sur la perte de poids. Très bien. On va revenir, j'ai volontairement remis la slide sur la technique du ballon puisqu'on a plusieurs questions. Une question de Joël qui demande comment est prise en charge la douleur après la pose du ballon. Quels sont les premiers jours, les effets indésirables, par exemple? Il y a un inconfort évident de 3, 4, 5 jours. Bon, alors, les effets. D'abord, il y a un intrus dans l'estomac qui fait 11 cm, qui bouche l'estomac. Donc, on ne peut pas être très, très bien avec ça au départ. Bon, c'est surtout un inconfort. Quand on boit par excès ou qu'on mange trop, eh bien, on vomit puisque la place est prise. Donc, il y a une petite phase d'adaptation de l'organisme. Il y a des protocoles médicamenteux, de perfusion qui peut être faite, il y a un accompagnement. Tout ça, c'est quand même vite oublié. Ça existe, quelle que soit la stratégie bariatrique qu'on retient, donc c'est un confort initial. En tout cas, elle existe avec le ballon à l'Urion. Je dirais que ce n'est pas un problème majeur et qu'on la contre bien. Donc, il y a des médications pour ça. Très bien. On a une question très intéressante de Graziella qui nous demande qu'elle a pu lire, probablement sur des témoignages ou autres, que le ballon ne fonctionne pas sur tout le monde. Alors, on peut répondre de façon générale. Évidemment, il y a les contre-indications. Toutes les personnes ne peuvent pas le mettre. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont déjà eu des chirurgies au niveau de l'estomac ou autre. Ensuite, le ballon tout seul, Graziella, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? C'est vraiment un programme, un suivi. Donc, il faut s'assurer déjà que ces gens qui disent bah, voilà, le ballon ne fonctionne pas, attention, il faut un petit peu dire derrière la ligne. Docteur, je me dis si je me trompe. Mais… Tout à fait. D'abord, il en va de même pour la chirurgie. Donc, il y a une étude qui est très importante. Il y a une cohorte de 1700 patients qui ont été opérés. Il y a eu 2 groupes entre ceux qui sont suivis et ceux qui ne sont pas suivis. Et ceux qui n'étaient pas suivis ont tous repris du poids. Il faut savoir d'ailleurs que dans la chirurgie bariatrique, en France, à l'heure actuelle, la France, c'est un des pays en Europe où il y a proportionnellement le plus de chirurgie bariatrique. Il y a 60 000 interventions bariatriques par an, ce qui est considérable. Eh bien, presque la moitié de ces interventions bariatriques, c'est de la chirurgie de révision. C'est-à-dire, c'est un patient qui a été opéré, qui est réopéré, puis éventuellement réopéré. Par exemple, il y a eu un anneau, puis le poids est revenu comme au départ, voire plus. Les gens subissent une sleeve, puis ils perdent du poids, puis ils reprennent du poids, ils subissent une re-sleeve, puis un bypass. Donc, si on doit répéter les chirurgies bariatriques, ça veut bien dire que la chirurgie bariatrique ne suffit pas. D'amputer l'estomac les 2/3, ben ça n'empêche pas de reprendre du poids, ça n'empêche pas, ça peut être une solution dans certains cas, surtout avec, comme l'a souligné Antoine, une bonne prise en charge holistique, globale, mais ce n'est pas toujours suffisant, loin de là. Naturellement, le ballon, c'est la même chose. Et puis dans la vie et dans la médecine, c'est jamais 0% et jamais 100%. Mais il est clair que quand il y a un résultat insuffisant, il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment fait le suivi ? Est-ce que j'ai vraiment joué le jeu ? Est-ce que j'ai vraiment mouillé la chemise ? Est-ce que j'ai vraiment fait de la marche à pied ? Est-ce que j'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais ? Il y a plein de questions à se poser.
Donc, effectivement, ce n'est pas une baguette magique, c'est un gros support, c'est une stratégie qui a pour objectif de s'inscrire dans la durée, mais ce n'est pas une garantie à 100% naturellement. C'est très clair. Et on va se concentrer même sur le thème de ce soir qui était l'effet yo-yo. Et il y a une excellente question de Stéphanie qui demande dans quelle mesure le ballon programme, j'ai envie de dire, puisque le ballon tout seul, on ne cesse de le répéter depuis tout à l'heure, c'est un programme avec ballon. Pourquoi il empêcherait cet effet yo-yo? C'est quoi la différence avec ce qu'on appelle finalement les régimes? Voilà. Donc, ce qu'on vise, donc l'effet yo-yo qui est l'adaptabilité, à partir du moment où on met un ballon pour une période quand même de 16 semaines, eh bien, on contre l'effet yo-yo parce qu'on vise une perte de poids régulière, harmonieuse, et surtout, on veut changer la façon de s'alimenter, de sorte que quand le ballon est éliminé, eh bien, on garde le même apport calorique réduit. Et c'est comme ça qu'on peut s'opposer le mieux possible à l'adaptabilité de l'organisme. Si en parallèle, on dépense ses calories, donc si on garde un apport calorique constant, mais qu'on prend l'habitude dans sa façon d'évoluer dans la vie de dépenser des calories, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances de s'inscrire dans la durée. Tout à fait. J'ajouterais vraiment qu'en plus, on doit rester sur le côté ludique, ne pas supprimer certains aliments qu'on va reprendre après. Sinon, effectivement, ça peut être une cause d'échec. Ça, c'est certain. Merci. Je parcours rapidement les questions parce qu'il y avait pas mal de questions alors, on a malheureusement un témoignage qui dit voilà, une dame qui a subi 2 opérations bypass. La première a bien marché. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Voilà, à force de vomir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a repris du poids, etc. Donc là, il faut trouver d'autres solutions. C'est une contre-indication. Une autre personne nous pose des questions sur les contre-indications. Encore une fois, bypass, sleeve, anneau gastrique, c'est contre-indiqué, malheureusement, pour mettre en place tout le ballon gastrique, finalement. Alors, il y a aussi les traitements médicamenteux au long cours, en particulier les traitements anticoagulants, les traitements anti-agrégants, les traitements anti-inflammatoires au long cours. En clair, tout ce qui est susceptible de fragiliser la muqueuse. Il ne faut pas oublier que le ballon est en contact avec la muqueuse gastrique pendant 4 mois, si bien que si la muqueuse devient plus friable, plus sensible au contact, eh bien, elle est susceptible à ce moment-là d'avoir une irritation ou un saignement éventuel. Donc, ces traitements doivent se discuter au cas par cas, et à ce moment-là, eh bien, l'opérateur doit s'appuyer sur l'avis de collègues, voir si on peut suspendre le traitement anticoagulant pendant la durée de pause du ballon, par exemple, ou bien si, en accord avec le rhumatologue, on peut supprimer les traitements anti-inflammatoires au long cours. Donc, aménager une fenêtre, permettre la pose du ballon pendant cette durée-là, et puis, une fois qu'on a perdu du poids, eh bien, c'est sûr que sur le plan de l'appareil moteur, on va mieux avec 15 ou 20 kilos de moins. Et à ce moment-là, on peut diminuer les anti-inflammatoires, par exemple. C'est très clair. On a une personne qui s'inquiète sur le long terme. D'accord. On a même 2 questions à ce sujet. Pourquoi le ballon ne reste que 4 mois? Il faut savoir que peu importe la marque du ballon, on va confondre toutes les marques de ballon, 80% de la perte de poids s'effectue sur les 3 premiers mois. D'accord. Donc, on est sur une sorte de sprint finalement. On doit changer nos habitudes. Tout est dans le suivi. Oui, on peut s'inscrire à long terme. Encore une fois, sur les prochaines slides, on va voir les résultats d'études cliniques et les résultats du docteur Bastide à Marseille. Mais comment on pourrait rassurer Caroline, par exemple, qui a peur d'investir et de se dire que ça ne va pas marcher à long terme, finalement? Oui, c'est une bonne interrogation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas je pose un ballon, je fais le pose. Non. Il y a tout ce qui se passe avant la pose du ballon, donc commencer la démarche, commencer déjà à réfléchir sur soi et sa façon d'évoluer dans la vie. Il y a ensuite la phase du ballon qui permet de casser la courbe de poids et de baisser de façon très significative. Et puis après, il y a toute la période après le ballon. Donc, en fait, la période de durée du ballon, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le programme global. Et en fait, on ne met pas un ballon pour 4 mois, mais on met un ballon pour l'année qui vient, entre la phase avant et surtout la phase après. Et effectivement, c'est fondamental de savoir qu'est-ce qui se passe après. Mais ça veut dire que c'est bien pourquoi ça ne suffit pas un élément, il faut l'association de tous ces éléments, la diététique, l'exercice physique, la prise en charge mentale et le ballon qui permet de modifier complètement et de façon radicale la cinétique du poids.
Alors, on voit sur cette diapositive qu'est-ce qui se passe. Bon, effectivement, comme a dit Antoine, il y a maintenant plus de 60 000 ballons à Lurion qui ont été posés. Donc, c'est une cohorte de patients qui est importante. Autrement dit, les datas qui sont publiées sont maintenant très significatives. Et on obtient des résultats qui sont très intéressants puisque on rapporte 10 à 15% de poids total perdu en moyenne, ce qui est beaucoup, étant entendu que, quand même, ce n'est pas les mêmes patients que ceux qui vont subir une mutilation comme une sleeve ou un bypass. Mais quand même, c'est une perte de poids qui est très significative. D'autant que cette perte de poids, dans 19 cas sur 20, elle se maintient sur l'année qui vient. Moi, je dirais qu'il y a 3 cas de figure une fois que le ballon a été enlevé. Il y a les gens qui continuent de perdre, parfait. Il y a les gens qui stabilisent leur poids, bon, c'est bien aussi. Et il y a effectivement les gens qui peuvent reprendre du poids, et c'est là où c'est très important d'être une prise en charge globale, avec le coach sportif, le coach diététique et l'hypnothérapeute. Et puis, la discussion avec son praticien. Mais c'est comme ça qu'on peut améliorer les résultats au long terme. Alors, sur la courbe suivante, sur la diapositive suivante, on va voir, bon, qu'est-ce qui se passe sur le plan du résultat. Sur le diagramme de gauche, vous avez, ce qui est très important, les résultats sur le diabète. Alors, les 2 colonnes qui sont à gauche, c'est l'influence du ballon à Lurion lorsqu'il y a un vrai diabète, et sur les 2 colonnes de droite, c'est quand il y a un prédiabète. Alors ça se définit en fonction du chiffre d'hémoglobine glyquée. C'est les chiffres rapportés en gauche, à gauche, on parle de diabète au-dessus de 7% d'hémoglobine glyquée et de 6%, entre 6 et 7, c'est le prédiabète. Eh bien, on voit que quand on s'adresse à une cohorte de patients diabétiques, eh bien, on arrive statistiquement à les amener en dessous d'un chiffre d'hémoglobine glyquée de 6, ça veut dire qu'on fait disparaître le diabète. Mais ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, bien sûr, on va se focaliser sur le poids, combien je vais perdre, combien j'ai perdu et tout. Sauf qu'il faut quand même tenir compte de 2 choses. D'abord, en développant de la masse musculaire, eh bien, ça ne fait pas nécessairement perdre autant de poids, ça fait perdre de la masse graisseuse au profit de la masse musculaire. Et deuxièmement, c'est que les facteurs de comorbidité, comme le diabète, eh bien, sont très nettement contrariés. Et donc, c'est pas rien de traiter le diabète, ça va protéger la rétine, les coronaires, les reins, ainsi de suite. Sur les 2 colonnes de droite, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une cohorte de patients qui ont un prédiabète? Eh bien, il y a une diminution très significative. Le taux de la glycémie, le dosage du sucre dans le sang, eh bien, redevient constamment normal. Sur les colonnes de droite, on a les résultats dans notre centre avec cette stratégie en 4 axes. Qu'est-ce qui se passe à 1, 2, 3 et 4 mois? Eh bien, on voit que la perte de poids augmente et qu'elle dépasse 12% dans notre expérience au bout de 4 mois. Alors, bien entendu, il faut se poser la question, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement une excellente question. Mais ça, c'est la prise en charge holistique qui est le plus amène à répondre. Très bien, docteur. Je suis en train de répondre à des questions en même temps que l'exposé. On a beaucoup de questions, et tant mieux, c'est participatif. J'ai indiqué aux gens qu'on allait répondre à toutes les questions. On arrive sur la dernière diapositive. Je voulais juste vraiment parler de ce dernier livre que vous avez écrit, et ensuite, on va prendre vraiment les questions une par une auxquelles on n'a pas encore répondu. Alors effectivement, bon, on a mis par écrit donc, dans une monographie qui définit donc, les éléments principaux de notre approche minimaliste. C'est publié sur l'édition Espérance, mais il suffit de faire la demande par mail, et vous avez mon mail à gauche, et j'aurai plaisir à adresser cette petite monographie à celui qui en fait la demande, en sachant qu'elle est disponible sur les principaux médias. C'est très intéressant. Après, on sait que les patients qui viennent vous voir peuvent repartir avec aussi. Je connais bien un peu le principe. Vous repartez finalement avec des conseils dans ce livre qui sont vraiment très pertinents en restant sur le ludique.
On va prendre les questions. Je laisse la slide en plus petit. C'est quand même plus sympa de te voir en grand, Christophe. Merci. Beaucoup de questions. Alors, les contre-indications, je me permets d'y répondre. Vous avez problème de surpoids, problème d'obésité, il faut aller consulter un professionnel. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les contre-indications. On a dit que toutes les chirurgies qui avaient touché vraiment à l'estomac, aux intestins, à l'œsophage, c'est contre-indiqué. Il y a des subtilités. Il faut vraiment que le docteur examine l'historique. On m'a parlé d'abdominoplastie, etc. Il faut vraiment aller voir un professionnel de santé. Vous allez voir, vous prenez un rendez-vous classique avec le docteur Bastide si vous êtes sur la région de Marseille, et vous serez plus fixé. Et même si le ballon n'est pas possible pour vous, il faut trouver une autre solution, et c'est toujours bien d'aller voir un professionnel de santé. Et alors, dans ce sens, Allurion développe un programme qui utilise beaucoup le numérique, c'est-à-dire la possibilité d'échanger, de communiquer à distance et surtout de suivre les gens à distance. Alors, c'est l'idée de la balance connectée sur Internet qui est remise aux patients, c'est l'idée de la montre qui mesure la masse graisseuse et différents paramètres qui est connectée sur Internet, mais c'est aussi l'idée d'un programme qui s'appelle Allurion Virtual Care, c'est-à-dire la possibilité sans ballon, parce que quelquefois le ballon n'est pas possible, comme l'a dit Antoine, toute chirurgie gastrique antérieure, mais également certaines chirurgies délabrantes sur le plan abdominal qui sont susceptibles de créer des brides ou des adhérences qui pourraient à ce moment-là contrarier la migration du ballon dégonflé. Et bien dans ces cas qui ne sont pas très nombreux, mais qui existent, ou bien quand il y a une comorbidité qui fait qu'on ne peut pas interrompre certains traitements, et bien dans ces cas, on est quand même en mesure de proposer une stratégie avec le Virtual Care d'Allurion, où les gens sont suivis quand même par Internet, où l'hypnothérapie peut être associée. Bon, il n'y a pas le ballon, mais il y a quand même une prise en charge holistique qui permet d'avoir un résultat. Très bien, donc on a Stéphanie qui nous dit que alors, vos explications sont limpides, merci pour ça. Je ne sais pas si elle te vous voit, Christophe, ou si c'est nos explications à tous les deux, en tout cas je l'espère. Elle est bien aimable, merci. Et très contente d'habiter sur Marseille. Donc, on a encore pas mal de questions. Si le ballon n'est pas toléré, effectivement, on n'a pas parlé de ça. Il peut y avoir une intolérance au ballon. Le ballon Allurion, c'est celui qui est le plus sécurisé au monde. D'accord ? C'est là où il y a le moins d'événements. J'ai le mot en anglais, mais pas en français, c'est pas grave. Adverse events. Adverse events, exactement, merci. Et si jamais il n'est pas toléré, par exemple, si on est face au 1% de personnes qui peuvent ne pas tolérer le ballon et au bout de 5-6 jours, on est obligé de l'enlever, comment ça se passe ? Alors, effectivement, c'est une question très importante parce que d'abord, la démarche est complètement contrariée. De surcroît, il n'y a pas de prise en charge, donc le patient il a payé son programme et son ballon. Donc il y a une vraie problématique. D'abord, ce qui fait qu'il y a 3 raisons essentielles où on peut imaginer qu'il y a un retrait prématuré. Ce qui en fait, je trouve, arrive très peu, mais c'est possible. C'est le cas où il y a une déflation prématurée du ballon. À ce moment-là, Allurion s'engage à le changer. Il y a le cas où, à l'inverse, le ballon augmenterait de taille. Bon, moi, je n'ai jamais observé ça, mais je sais que c'est arrivé chez certains collègues. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut incriminer une asepsie qui n'est peut-être pas très rigoureuse sur le remplissage du ballon, et on peut imaginer qu'il y a une pullulation microbienne. Bon, encore une fois, je n'ai jamais vu, donc je fais qu'une supputation. C'est extrêmement rare, effectivement. C'est extrêmement rare. Bon, ça a été rapporté. Bon, les 1% dont je parlais, c'était plutôt d'une intolérance, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent plus à boire et qui, au bout de 5 jours, même après hydratation, ça arrive qu'on doit le retirer. Dans ces cas-là, comment ça se passe ? Alors, effectivement, donc, dans ce cas où il y a une intolérance parce que le ballon vient s'impacter dans la partie basse de l'estomac, eh bien d'abord, il faut prévenir ça. Et prévenir ça, ça veut dire qu'il faut hydrater le patient, vérifier son dosage du potassium pour pas qu'il se retrouve en hypokaliémie et savoir qu'il faut consulter à ce moment-là rapidement et on peut mobiliser le ballon, c'est-à-dire que le ballon vient s'impacter dans la partie basse de l'estomac. Il y a un nombre de cas importants où on arrive à le faire remonter de la même façon qu'un obstétricien va mobiliser la tête du bébé dans l'utérus, ça se fait, eh bien l'opérateur peut mobiliser le ballon et le faire remonter dans la partie haute de l'estomac. Mieux que ça, on peut apprendre au patient à le faire remonter par un mouvement du bas vers le haut et de la gauche vers la droite, ou bien de jouer sur les positions, de se mettre sur le côté gauche. Ça veut dire qu'en fait, on a les moyens de contrer ces effets délétères. Et on se rend compte que
quand l'opérateur a une expérience lorsque sa courbe d'apprentissage a passé et puis qu'il a une expérience importante des ballons, eh bien, c'est pas du tout pareil les 100 premiers ballons et les 100 derniers. Sur les 100 premiers ballons, effectivement, on peut avoir quelques cas de retraite prématurée. Et sur ces 100 derniers ballons, on se rend compte qu'il n'y a plus de retraite prématurée ou très peu. Bon, après, il faut rester modeste en médecine, on peut en avoir demain, mais a priori, on en a beaucoup moins à partir du moment où on explique les choses aux gens, qui viennent consulter dès qu'il y a un problème, qu'on arrive à mobiliser le ballon, qu'on évite l'hypokaliémie. Donc, je pense que c'est là où c'est très important l'expérience de l'équipe. L'équipe, le coaching sur place qui a pris en charge le patient, qui détecte qu'il y a des vomissements de façon trop importante, et à ce moment-là, l'opérateur qui peut réagir très vite. Donc, il y a des possibilités de contrer, et je pense que avec de l'expérience, on diminue le risque de retrait prématuré. Très bien. Merci pour cette réponse. On a, alors, bon, il y a une personne qui est contre l'hypnose. On ne va pas le forcer. L'idée, c'est évidemment que, je reprends juste la question. Voilà. Cette personne est contre l'hypnose. On ne va pas forcer à faire de l'hypnose. L'idée, c'est d'avoir un suivi au minimum diététique. Ça, c'est super important. Suivi par une psychologue. Évidemment, si vous avez votre psychologue et que vous appréciez son accompagnement et son aide, continuez. L'idée, c'est de changer ses habitudes, comprendre émotionnellement ce qui s'est passé pour justement en arriver à ce surpoids, ce surstockage de graisse, pour pouvoir changer ses habitudes et s'inscrire dans la durée. Donc, pas de problème là-dessus. On a également une question sur le coût du programme à Marseille. Docteur, je vous laisse répondre. Oui, donc le coût du ballon sur la France, c'est entre 3 000 et 4 000 euros. Bon, à Marseille, on est plutôt dans la partie basse. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce coût dépend du programme d'accompagnement. C'est-à-dire que selon le nombre de séances de coaching physique, de coaching nutritionnel, des séances d'hypnothérapie, le suivi médical, le coût peut varier. Moi, je dirais que oui, c'est un coût qui est conséquent, qui est de l'ordre de 3 200 euros, mais il peut être plus important si on fait un suivi plus important, il peut éventuellement être moins important, mais en tout cas, c'est clair que quand on prend la décision de faire un ballon, il y a un investissement personnel, il y a un investissement financier, c'est certain, mais c'est aussi comme ça qu'on peut changer sa vie, on peut changer sa façon de vivre, on peut vivre plusieurs années de plus dans de meilleures conditions. C'est très clair et effectivement, ça n'est pas quelque chose qui est pris en charge par la sécurité sociale ou encore les mutuelles, bien que vous pouvez toujours demander. Mais toute autre question, je passe d'une question à l'autre, mais il y a vraiment beaucoup de questions et c'est tant mieux. Les reflux gastriques, est-ce que si on a des traitements, vous avez une posologie à suivre à partir, évidemment, avant la pose du ballon. On va prendre soin de vous, entre guillemets, avec des médicaments pour anticiper des premiers jours qui peuvent être un peu compliqués avec des crampes, d'estomac. Il y a des gens qui n'ont rien aussi, qui passent à travers ces premiers jours sans problème. Mais il y a des médicaments pour ça, évidemment, pas de souci là-dessus. Ou alors, il y a effectivement des antisécrétoires pour éviter le reflux. Et le reflux, il est attendu parce qu'il y a un ballon qui bouche l'estomac, donc ça a tendance à remonter vers le haut. Il y a le stress de la démarche, il y a l'inquiétude des premiers jours, ainsi de suite. Donc tout ça fait que l'organisme sécrète de l'acidité et ça expose au reflux. Bon, il faut savoir que les médicaments antisécrétoires actuels, ça s'appelle les IPP, ça veut dire c'est les initiales de inhibiteurs de la pompe à protons, ça supprime la sécrétion gastrique à 98%. Donc avec ces médicaments, bon, c'est pas vraiment un problème. De plus, ces médicaments antisécrétoires, ils ont comme avantage de diminuer l'agression du ballon par l'acidité gastrique et par conséquent d'éviter que le ballon se dégonfle trop rapidement. Très bien. Adeline pose une question pertinente. Est-ce que le programme Allurion est globalement le même auprès de chaque médecin? Diète, suivi psy, ballon, etc. Alors, très bonne question. Ça n'est pas le même partout. Nous, on exige, entre guillemets, un suivi au minimum qui est... J'arrive pas à répondre en direct, c'est pas grave. Adeline, je suis en train de vous répondre. Voilà, tout va bien. En gros, il y a plusieurs programmes qui sont légèrement différents, mais il y a toujours ce suivi diététique, nutritionnel pour changer les habitudes. La subtilité à Marseille, c'est l'hypnothérapie. Là, vous ne retrouverez pas l'hypnothérapie dans tous les programmes de France. D'autres vont avoir d'autres subtilités, plutôt de travail avec psy ou autre.
L'idée, c'est de se rendre sur le site officiel d'Allurion, allurion.fr, et en fonction d'où vous habitez, vous serez orienté vers la clinique la plus proche. À vous d'être demandé, d'être recontacté par un conseiller Allurion pour pouvoir faire le point sur éventuellement les subtilités. Globalement, l'idée, c'est évidemment qu'il y a ce ballon au départ, mais on est là pour changer les habitudes. Donc, vous aurez de toute façon un suivi au minimum diététique, ludique et nutritionnel. Ensuite, nous avons d'autres questions. Je remonte. Je travaille de nuit, je dois vous quitter. Ah, bonne soirée. C'est vrai que je suis même plus sur le chat. On va continuer pour ceux qui sont encore là et qui on n'a pas encore répondu. Donc, il y avait Sylvie qui avait rendez-vous avec vous. Je lui ai dit qu'elle verrait les éventuelles contre-indications avec vous, évidemment. Samantha vient de se connecter. Elle n'a pas pu se connecter avant. J'ai le plaisir de vous dire que tous ceux qui sont inscrits, même qui se connectent en retard ou autre, vous avez accès au replay dès que ça se terminera. Donc, vous pouvez même partager ce même lien à des amis ou proches ou connaissances pour il ou elle puisse voir ce replay. Donc, oui, il y a des programmes un petit peu partout en France. Je redescends, j'espère que je n'oublie rien. Sinon, reposez votre question. Alors, certains nous posent la différence entre des ballons concurrents qui seraient avec des durées différentes, etc. La grosse différence, c'est que sur le ballon Allurion, c'est le seul qui est avalable. Il n'y a pas d'endoscopie à la pause, pas d'anesthésie donc, et surtout, encore une fois, pas d'anesthésie et d'endoscopie pour aller chercher le ballon à la dépose. Donc, c'est l'avantage, entre guillemets, la grosse différence. Je rappelle que sur les 3 premiers mois, tout ballon confondu, c'est 80% de la perte de poids total. Donc, l'idée, c'est de commencer avant, évidemment, rencontrer les professionnels de santé, commencer à changer ses habitudes même avant la pose du ballon pour maximiser les résultats. Et ensuite, c'est une sorte de sprint, effectivement. Il faut vraiment avoir ce combat mental. Le ballon, ça n'est pas un coupe-faim. Effectivement, vous aurez toujours un demi-kilo dans l'estomac, donc la satiété arrive plus vite. Elle se ressent différemment chez les personnes aussi. Ça n'est pas une pilule miracle. En revanche, le suivi est vraiment, vraiment important. Alors, il faut dire aussi que le ballon Allurion, il est un peu plus gonflé que les autres. En moyenne, c'est 500 ml pour la plupart des ballons. Et le ballon Allurion, c'est 550 ml. Donc, il y a une durée un peu plus courte, mais il y a un volume un peu plus important. Les deux, à peu près, s'équilibrent. Donc, les résultats sur la perte de poids, c'est tout à fait comparable, sauf que le caractère invasif est bien moindre. Très bien. Donc, une personne qui a un IMC de 25, évidemment, l'IMC minimum, c'est 27. Maintenant, c'est le médecin qui prend la décision. Ce sont des recommandations du laboratoire. Voilà, il peut y avoir effectivement en fonction de la répartition sur le corps, plus de muscles, plus de graisse, etc. Ouais, alors moi, là, je réponds qu'à 25, il ne faut pas le faire. Après, je dirais qu'à 25, ce qui peut être pertinent, c'est de faire l'Allurion Virtual Care, c'est-à-dire la prise en charge par Internet, qui a un coût modique, ou bien de faire de l'hypnothérapie, de recourir à des procédés parallèles. Mais la mise en place d'un ballon pour un index d'un IMC de 25, franchement, ce n'est pas pertinent. Très bien. Stéphanie a entendu parler du ballon Ellipse. Eh bien, c'est le même, sauf qu'il a changé de nom. Il a pris juste le nom du laboratoire pour éviter de confondre. Allurion qui fait un ballon Ellipse, maintenant, c'est le programme Allurion. On n'aime presque plus parler de ballon puisqu'on l'associe à un programme dans le sens où il est indissociable de ce suivi médical pour ces changements d'habitude, vous l'aurez compris. Stéphanie demande aussi quels sont les délais pour prendre rendez-vous avec vous, docteur. Donc, il faut aller sur Doctolib. Comment on fait? Voilà. Bon, après, il n'y a pas d'urgence pour faire une démarche. Déjà, bien s'informer, c'est très important. Bien réfléchir, poser les questions par mail, lire cette monographie. C'est une phase très importante. Et je dirais qu'au fur et à mesure qu'on avance dans son expérience, tout ce qui est avant la pause doit être développé, doit être réfléchi, doit être bien pris en considération. Donc le délai, c'est pas vital. Après, effectivement, Doctolib ou un secrétariat téléphonique, bon, après, on peut toujours demander à passer un peu plus vite parce que les délais, effectivement, ne sont pas toujours courts. Mais ce qui peut être bien aussi, c'est je ne sais plus qui a posé la question, c'est Stéphanie, pardon. C'est d'aller sur le site Allurion, demander à être recontacté, et puis ensuite, les conseillers Allurion peuvent vous trouver un rendez-vous
avec le docteur. Peut-être des rendez-vous qui n'existent même pas sur Doctolib. On ne sait pas. Allez savoir. Au moins, vous aurez plein de renseignements. Voilà. Bravo à Lurion. Alors, on a d'autres questions ou plutôt d'autres réactions. Rendez-vous 28 mars pour mon premier rendez-vous. IMC à 25C, on y a répondu, pardon. Dans le chat, OK. Les gens nous remercient. Merci surtout à vous. C'est le premier pas. Il faut du courage pour entrer dans tel programme qu'il le soit. Un grand merci, Christophe, docteur Bastide. Un grand merci pour ta participation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, plaisir partagé. Un grand merci. Un grand spécialiste. Si vous avez d'autres questions, vous l'avez compris, le docteur Bastide vous a mis son email ici. Vous avez la possibilité d'aller sur le site allurion.fr également pour avoir des renseignements, pour être rappelé justement par des conseillers. N'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et je vous souhaite évidemment d'atteindre vos objectifs. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous.